Le monde en miniature, cette semaine, à porte ouverte au Musée de la Civilisation. Parmi les grandes collections du musée, l'une d'elles appartient à l'univers de l'enfance. Il s'agit bien sûr, vous l'aurez deviné, du jouet. Le jouet est devenu avec le temps un objet familier, un objet du quotidien, associé au divertissement, mais surtout associé à l'apprentissage de la vie. Il peut être à la fois ludique, il peut être initiatique et également idéologique. Cette collection de plusieurs milliers d'objets associés à l'univers de l'enfance nous amène à réfléchir sur le sens et la signification du jouet à travers le temps. Et une question s'impose. Au début du 20e siècle, est-ce que le jouet est devenu véritablement le miroir des préoccupations du monde des adultes? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord rencontrer Michel Laurent, conservateur, responsable de la grande collection des jouets, qui nous présentera la collection dans son ensemble, et par la suite, André Turmel, professeur de sociologie à l'Université Laval, avec qui nous réfléchirons davantage sur la place du jouet dans l'univers de l'enfant. Michel, on est dans la Grande Réserve 306, on pourrait dire dans un grand magasin de jouets. On est dans le secteur des jouets. Les chiffres, c'est toujours magique. Il y en a combien? Bien, écoute, ici, dans la réserve de jouets, il y a à peu près 4000 pièces qui sont entre 1860 et 1960. Alors, ce sont des jouets autant pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons. Alors ici, il y a plusieurs époques qui sont représentées. C'est-à-dire que la collection du musée couvre environ une centaine d'années de production. Quelques rares pièces plus contemporaines qui faisaient partie d'expositions au Musée de la Civilisation ont joint le noyau dur, mais c'est vraiment sur une centaine d'années. Mais il faut dire que l'histoire du jouet comme tel, c'est beaucoup plus ancien. C'est presque avec le début de l'humanité. C'est certain que les jouets les plus anciens, c'était des jouets qui étaient faits avec des pierres, avec des brindilles, avec des branches d'arbres. Alors, ces objets-là, on n'en retrouve pratiquement jamais parce qu'on ne sait pas à quoi ils avaient l'air. Alors, il y a des jouets qui ont traversé le temps. On couvre les grandes périodes de fabrication, que ce soit de l'artisanal, du domestique, de l'industriel, donc les grandes périodes techniques de l'histoire. Dans les collections, effectivement, on a ces trois niveaux-là. Et est-ce qu'on peut penser que ici, le cheval berçant qu'on voit, ça, c'est justement de la fabrication domestique? Oui, bien, tout à fait. C'est que généralement, ils sont assez facilement reconnaissables de par leur naïveté. Alors, c'est vraiment très différent. Alors, ce ne sont pas des artisans qui fabriquent de façon toujours les mêmes produits, alors qu'ils peuvent arriver à une qualité de produits qui sont vraiment très, très égale et toujours la même. Alors, on retrouve vraiment dans le domestique, là, mais ça donne vraiment une âme à l'objet. Et on a même recyclé des barreaux de chaises. Hein? Alors, on prend ce qu'on a sous la main. Oui, oui. La maison. Alors, l'autre catégorisation qui serait le mode de l'artisan. Alors, l'artisan qui a pignon sur rue, alors c'est un maître, soit un ébéniste, un peintre. Ça pourrait être un carrossier, un charretier. Alors, cet objet-là, ce petit traîneau-là, a été probablement fabriqué par un fabricant de traîneaux ou de charrettes ou de fiacres. Alors, on peut voir vraiment la main du dessinateur, le très beau détail qui est très égal. Alors, c'est vraiment une très belle conception. Et ce sont des objets qu'on fabriquait en série. Donc, on avait déjà des patrons tout faits et on les retaillait, on refaisait les peintures. Alors, c'était pratiquement toujours les mêmes motifs décoratifs. Alors, c'était vraiment de l'artisanat au sens propre du mot. Et on a le mode industriel. Et le mode industriel, on a ici derrière un petit cheval qui ressemblerait peut-être un peu à l'artisan, mais parce qu'il est fait en très grande série, on peut voir entre autres ces roulettes qui sont en fonte moulée. Alors c'est vraiment là, de la grande industrie, c'est fait pour les masses de gens. Alors c'est vraiment la différence entre l'artisan qui est vraiment localisé à une maison, l'artisan qui est pour un petit milieu et l'industriel qui est pour une vaste diffusion.
Alors, mais comment tout ça a évolué? On sait que l'univers de l'enfance s'est transformé. La société, évidemment, a changé. Il y a eu toute l'industrialisation. Alors, comment le jouet s'est inscrit dans ces grands courants? Bien, le jouet, il faut dire qu'au départ, c'était pour une classe privilégiée. Et le jouet, par la suite, va se démocratiser parce que les gens vont commencer à travailler à l'époque industrielle et avoir un peu plus de loisirs, donc un peu plus de temps et un peu plus d'argent pour investir. Alors, il va y avoir toute une modification, là, une démocratisation là, du jouet qui va se faire à l'époque. Et au fur et à mesure que vont arriver sur le marché les nouvelles technologies. Dire le jouet est toujours à la fine pointe, ça, il faut se le dire. Dire si quelque chose qui sort sur le marché, le jouet va s'en emparer. Ça nous amène à une question, c'est-à-dire la société s'est complexifiée, mais le jouet s'est compartimenté. Il y avait des jouets de garçons, les jouets de filles. Alors tout ça s'est vraiment transformé. Alors, effectivement, si on regarde dès l'Antiquité, il existait, bon, des jouets, je dirais, pour tout le monde, hein, les jouets asexués, la bille, la toupie, c'était des jouets asexués, malgré qu'il existait aussi à cette époque, bon, des poupées pour les jeunes filles. Mais ça va devenir de plus en plus présent au fur et à mesure des années. On dit que maintenant, un enfant commence à partir de 18 mois, à l'âge de 18 mois, à faire la différence entre le jouet de garçon et le jouet de fille. Alors, c'est vraiment important comme marque, là. Alors, l'enfant va savoir que le camion, c'est pour lui, ou que la petite fille va savoir que pour elle, c'est la poupée. Déjà, dans la petite enfance, on inscrit le rôle de chacun. Les garçons et les filles, tout est bien séparé. Oui, et souvent, l'objet, le jouet comme tel, va faire référence à ce que la mère ou ce que le père fait. Dire, on le trouve déjà au 19e siècle. Vous regardez dans les fermes, alors qu'est-ce qu'avaient les enfants? Alors, ils avaient un cheval, ils avaient une charrue, ils avaient une charrette. Le père avait les mêmes instruments. Alors, au 19e siècle, c'est la même chose. La jeune fille va avoir maintenant de très beaux nécessaires de toilette, comme ceux de sa mère. Et plus on va avancer comme ça dans le temps, et plus ça sera l'identique, finalement, de la vie courante. On fait l'apprentissage de la société par le jouet. Et je pense que c'est une des formes principales du jouet, c'est qu'il fallait copier pour être prêt quand on devenait adulte. On connaissait vraiment tous ces stéréotypes. Dans la collection, comment on peut départager les univers, c'est-à-dire l'univers des garçons puis l'univers des filles? Puis, derrière ces grandes collections-là, il y a des donateurs aussi. Alors, je dirais que la grande quantité d'objets est surtout associée aux jeunes filles, aux enfants. Je pense qu'il a été plus facile, à un certain moment donné, chez les collectionneurs, de trouver des objets comme des poupées ou des objets relatifs au monde de l'enfance de la fille, alors qu'il était beaucoup plus difficile de trouver des objets pour les garçons. Alors, on peut dire que, grosso modo, je dirais autour de 70 % sont des objets reliés au monde des enfants, des jeunes filles, et le reste pour les garçons. Alors, c'est vraiment une différenciation importante. Mais à quoi c'est dû exactement, je l'ignore. C'est des intérêts de collectionneurs. Et justement, on va aller voir des collections. Alors, on a ici quelques pièces choisies par le conservateur qui vont nous permettre de mieux comprendre tout le cheminement du jouet à travers le temps. Et on remonte l'échelle du temps avec ces quelques pièces. Oui, et même si ce sont des pièces relativement récentes, la typologie n'a pratiquement pas évolué à une certaine époque. Alors, parmi celles-ci, bien, on a la fameuse toupie, je pense, qui existe depuis des centaines d'années. Alors, la toupie était faite par n'importe quel artisan du bois. Alors, il y avait une corde sur laquelle on tirait qui donnait la rotation de l'objet. Alors, c'était un objet qu'on trouvait vraiment partout, dans toutes les familles, peu importe si c'était les riches ou les pauvres, et qui était utilisé à la fois par les filles et par les garçons. De l'autre côté, juste à côté de toi, un très beau berceau d'enfant, un berceau de fillette de fabrication domestique. Alors, on peut voir qu'il est très rustique, une forme qui est vraiment très primitive et une couleur aussi qui est probablement une couleur de terre. Alors, un objet qui est très parlant, un objet, vraiment un objet du terroir, un très bel objet. Alors ça, principalement, ça s'adressait évidemment en général aux filles. Tout à fait. Alors, on a un objet qui est fille et garçon, un objet de fille et, en terminant le dernier, un objet plus utilisé par les garçons. Alors, c'est un très beau cheval, hein, qui est d'origine allemande. Alors, ce cheval-là, c'est un peu ce qui va nous amener vers la production industrielle à partir des productions artisanales ou domestiques. Parce qu'effectivement, dans ce cheval-là, il y a encore l'intervention, je veux dire l'intervention de la main humaine, mais dans une échelle où on en fabrique de multiples exemplaires. Tout à fait. Alors, les patrons étaient répétés
de façon significative. Et tout ce qu'il y avait à faire, finalement, c'était de coudre les tissus, de faire leur rembourrage. Alors, il y avait vraiment toute une partie de la manufacture qui était fabriquée par l'homme. C'est un cheval qui a une structure en bois et il est entièrement recouvert de brins de scie. Et la peau, elle, c'est un tissu de laine et de coton, une toile. Un tissage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a utilisé de la peau de poney. On a toute la crinière qui est fabriquée en peau de poney, alors pour donner un aspect plus naturel, et du crin de cheval pour la queue. Crin de cheval. Et toute la sellerie qu'on retrouve, évidemment, c'est en cuir et assemblée complètement à la main sur le cheval. Donc, il y avait différentes opérations pour la fabrication. Là, on est véritablement dans le tournant du 19e vers le 20e siècle, avec ces joies-là, puis on rentre de plein fouet dans l'industrialisation. Oui, alors là, on est encore à la période de l'Allemagne, dire la période de l'Allemagne qui va se terminer avec la Première Guerre mondiale en 1914. Alors ici, vraiment une pièce exceptionnelle, une petite fermette qui vient d'Allemagne. C'est vraiment un très, très bel objet, un objet de garçon. Les chevaux sont faits en laine sur une armature de bois. Alors, on peut voir que, contrairement aux chevaux berçants, alors les queues sont en paille plutôt qu'en crin. Alors, c'est un objet qui est dans une condition de conservation incroyable. La personne qui l'avait obtenu en cadeau de la famille. Il avait joué quand il était jeune avec et c'est resté dans un état extraordinaire. Vraiment. C'est une donation. C'est une donation. Alors, un deuxième objet qui est très intéressant, celui-là aussi, c'est que c'est une poupée qui a été confectionnée pour la grande compagnie Eaton, à Toronto. Alors, à partir de 1900, la compagnie Eaton a décidé de faire une poupée à chaque année. Alors, on l'appelait la Belle de chez Eaton. Alors, c'est une production, celle-ci, qui vient d'Allemagne et qui appartenait à une grande collectionneuse, Madame des Hôtels, qui ont donné au Musée de la Civilisation une collection très importante de poupées et de jouets, une collection de poupées d'autour de 225 objets, alors qui correspondent autour de 1860-1960, soit une centaine d'années de production. Claire et Aimée des Hôtels. Claire et Aimée des Hôtels. Alors, c'est vraiment une très belle collection. La Belle de chez Eaton était fabriquée dans différents pays. Ça pouvait être l'Allemagne, ça pouvait être le Canada, même à certaines époques. Les États-Unis, la France, l'Angleterre. Dépendamment des époques, on sait qu'à l'époque de la guerre, Eaton avait fabriqué ses objets ailleurs. Alors, la Belle d'Eaton avait des vêtements qui lui étaient particuliers et on pouvait à chaque année acheter de nouveaux vêtements. Et ici, on est dans la grande tradition des poupées de porcelaine. Oui, alors on peut la regarder, celle-ci. Bon, elle a une tête en bisque. Alors, c'est une terre qui n'est pas glacurée, une terre mate. Alors, entièrement maquillée à la main. Tout le vêtement est industriel, donc cousu à la machine. Le corps est en composition, c'est-à-dire en différents matériaux, que ce soit de la farine, que ce soit du brandy, du carton bouilli, et il était moulé. Alors, on peut voir qu'il y a une bonne différence entre les deux couleurs. Et c'est des membres articulés. Tous les membres sont articulés. Dans les premières poupées, les poupées étaient fabriquées avec un corps en chevreau. Alors que par la suite, on a fait des poupées qui étaient plus facilement réalisables et qui faisaient aussi tomber les coûts de production. Alors, c'est vraiment une pièce intéressante et on peut voir au dos le nom de la compagnie et le numéro de série. Et c'est de quelle compagnie, celle-ci? Ça vient de Dressel, en Allemagne. Et on voit bien les deux types de matériaux, c'est-à-dire la porcelaine. Alors, oui, le bisque ici qui est mat et la composition qui est plus luisante. Une autre pièce qui appartient toujours à l'ère industrielle. Alors, on est dans le mobilier d'adulte qui est reproduit à l'échelle du monde des enfants. Tout à fait. Alors, il est quand même rare de retrouver dans les collections d'objets d'enfants des lits en cuivre. On trouve surtout du mobilier de bois. Alors, c'était plus facile à produire. Alors là, c'est vraiment la grande production industrielle. On peut voir aussi que sa literie, c'est-à-dire un matelas qui est vraiment fait par les grandes compagnies. Alors, c'est vraiment la même technologie, les mêmes bourrures. C'est vraiment quelque chose de très intéressant qu'on peut comparer justement à la fabrication pour les adultes. Et cet ensemble-là est recouvert d'une magnifique courte pointe, un cabin log, tel qu'on le retrouve depuis le 18e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et ça, les manufacturiers de meubles, justement, souvent, avaient une page dans laquelle on retrouvait ce mobilier fait pour les enfants, mais exactement comme le mobilier d'adultes, les mêmes matériaux, le même type de conception. Alors, c'est difficile de parler des joies sans parler de la grande popularité des jeux de construction qui ont commencé, je pense, au 19e siècle et qui ont connu un grand essor au 20e siècle. On a 3 exemplaires, 3 époques. Tout à fait. Alors, le plus ancien qu'on possède ici aux collections est un ensemble de blocs en terre. Alors, ce sont des pièces qui sont moulées. Un jeu de construction qui est de production allemande. Alors, c'est vraiment très compact. Alors, c'est un coffret dans lequel on va retrouver
le jeu. On va retrouver également tous les modèles à construire, que ce soit des maisons, des jardins ou tout autre élément architectural. Et tout ça, c'est sans assemblage, c'est tout simplement des éléments qui sont déposés les uns sur les autres. Tout à fait. Alors, d'autres catalogues ici, toujours en couleur. On peut voir aussi que chacun des éléments qui sont composés de terre. Alors, on voit des cercles, des rectangles, des carrés. Alors, on peut voir ici tous les blocs de construction qui sont organisés par plateau. C'est très lourd, hein? C'est très, très lourd, oui. Alors, on peut voir qu'il y a différents modèles. Il y a 3 plateaux. Hein? Alors, il y a 3 plateaux, effectivement, à l'intérieur. Et on n'a qu'à les soulever et prendre les motifs que l'on veut pour la construction. Et ce qui est particulier sur ce jeu-là, parce qu'évidemment, on est dans l'univers des garçons, beaucoup. Oui. Mais quand on regarde la boîte ici, sur le dessin, on voit la jeune fille qui participe aussi à la construction. Hein, il y a la mère, il y a la jeune fille, ici, il y a le grand-père, il y a les générations. C'est comme un jouet familial. On va retrouver ça aussi sur les boîtes des jouets plus contemporains des années 50. Absolument. Alors, il y a comme une continuité dans la publicité du jeu. Et ce qui est intéressant en plus sur cet élément-là, c'est qu'on a ici un timbre sur lequel on peut voir un grand marchand de Québec, la compagnie Kerouac. Un autre jeu qui a connu une très grande popularité, c'est le jeu Erector ou Mécano. Oui, alors le jeu de Mécano a été vraiment très, très populaire. Alors, il avait de différences qu'il était entièrement construit de baguettes de métal et l'avantage, c'est qu'on pouvait y ajouter des moteurs, donc avoir des objets qui étaient mobiles. Alors, ça a eu vraiment toute une importance sur la jeunesse à l'époque, la construction. Alors, c'était vraiment le reflet aussi de la société dans laquelle on vivait. Alors, arrivaient les grues, Alors, on essayait de copier un peu ce qu'on voyait un peu à l'extérieur. Parce que Mécano, comme Erector, c'est des compagnies très anciennes qui ont commencé très tôt à fabriquer ce genre de jeu d'assemblage comme ça, mais qu'on a retrouvé encore même jusque des années 60-70. Oui, parce que tu vois, ici, on a un catalogue de la compagnie Erector qui date de 1920 et le jeu comme tel doit dater à peu près des années 55-60. Et maintenant, un autre, plus populaire, plus commun, plus accessible. Et avec lesquels on a probablement joué tous les deux quand on était jeunes. Absolument. Alors, un jeu celui-ci a été fabriqué au Canada. Alors, c'est un jeu qui est avec les nouveaux matériaux. Alors, ce sont des plastiques, là. On est dans les années 50. C'est vraiment la nouvelle forme, les nouvelles diffusions. La technologie aussi est différente. C'est vraiment des choses qui s'imbriquent les unes dans les autres pour donner plus de résistance. Alors, ce sont vraiment des pièces qui étaient très populaires et qu'on pouvait acheter là aussi par catalogue ou chez les marchands généraux. Avec les jouets qu'on voit ici, on aborde totalement un autre univers. D'abord, par le matériau. Oui. Hein, ça a été une petite révolution dans le jouet, ce qu'on appelle le métal à motif, agrafé. Oui. Alors, c'est important parce que cette donation-là est une donation qui nous vient de la Beauce. Alors, c'est une donation qui nous a été faite en 86 par M. Gilles Vachon et elle compte plus de 355 pièces. Alors, c'est important parce que c'est associé aussi à l'univers des garçons. Oui, et à une époque bien particulière. Alors, ce sont vraiment des motifs décoratifs qui sont en chromolithographie, qui sont imprimés sur le métal. Alors, 2 types d'objets. Alors, les objets qui représentent l'armée, on sait très bien qu'après les années 1939-45, il y a eu un engouement pour tout ce qui était la guerre. Les enfants avaient beaucoup de jouets de la guerre. Alors que cet objet-là est un objet qui vient de la grande compagnie américaine Marx. Alors, Marx a créé en 1919 un jour une grande compagnie et en 1950, il était sinon le plus grand fabricant de jouets au monde. Alors, il a eu vraiment une progression très, très, très fulgurante. Alors, Michel, je te remercie infiniment de nous avoir présenté la collection. Mais je pense que cette collection-là avait intérêt à se faire connaître au grand public. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Après ce premier contact avec la collection, on en a examiné davantage les aspects historiques, formels. Maintenant, on va s'attarder à la dimension sociologique avec le professeur André Turmel de l'Université Laval. Bonjour, M. Turmel. Bonjour. Alors, on vient de rencontrer Michel Laurent qui nous a présenté la collection de jouets du Musée de la Civilisation, à grands traits, bien sûr.
Et rapidement, il nous a situé cette collection-là à la fois de ses origines, à aller jusqu'au 20e siècle, pour nous dire que dans la société traditionnelle, il y avait quand même peu de jouets. L'environnement de l'enfant était fort limité. Et je pense que vous êtes d'avis aussi que dans le monde traditionnel, il y avait peu de jouets. Oui, d'un point de vue socio-historique, il faut dire qu'avant la société industrielle, donc dans la société agraire du Québec d'autrefois, il n'y avait pas de jouets d'enfants au sens strict du terme. Les enfants jouaient, mais avec des jouets ou des objets qui appartenaient aux adultes. Alors, tout comme il n'y avait pas de vêtements d'enfants propres aux enfants, c'est venu plus tard, c'est venu au 19e siècle. Et donc, apparaissent dans le courant du 19e siècle, et ça s'accélère dans la deuxième moitié du 19e siècle, donc des particularités et des spécificités de l'enfance. Hein. L'enfant, donc, on commence à l'habiller comme un enfant, on lui découvre des maladies d'enfant qu'il n'y a pas chez les adultes, et donc on trouve des jouets pour les enfants. Alors, c'est vraiment perceptible dans l'iconographie ancienne, que ce soit dans les tableaux, la photographie ou les gravures. On voit que l'image de l'enfance est en transformation. Oui, tout à fait. Hein? Donc, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, l'enfance devient peu à peu une sous-catégorie particulière de la population dans une société donnée, ce qu'elle n'était pas auparavant. Sous-catégorie avec des caractéristiques particulières et spécifiques. Donc, notamment, il y a des jouets pour les enfants et il y a des lieux particuliers pour les enfants. L'école, par exemple, qui progressivement deviendra obligatoire. Il y aura, au début du 20e siècle, disons après la Première Guerre mondiale, une industrialisation de la fabrication des jouets, hein, ce qu'il n'y avait pas avant. Le jouet était artisanal jusqu'au tournant du 20e siècle. Alors, de cette industrialisation est né justement des nouveaux besoins. Il y a une certaine opulence, il y a une certaine abondance. Alors, les enfants, qui parfois sont dans des contextes très différents, ont des nouveaux besoins. L'industrialisation du jouet implique sa standardisation. C'est-à-dire le jouet est reproduit de façon identique à des milliers et des millions d'exemplaires. Et avec la puissance industrielle des pays occidentaux et des États-Unis en particulier, et leur puissance culturelle, il y a une diffusion massive du jouet, d'abord dans les milieux occidentaux, hein, en Europe, en Amérique du Nord et dans certains pays comme l'Australie, etc. Et puis peu à peu, mais c'est beaucoup plus récent, cette diffusion gagnera les autres pays. Et là, c'est la consommation de masse. Voilà. Hein? Ce qui est vrai dans des secteurs, c'est vrai aussi dans le jouet. Dans le jouet, tout à fait. Une des caractéristiques de la société industrielle occidentale, c'est de se construire sur la différence des genres. Donc, dans la mesure où aux femmes sont réservés certains espaces sociaux, certains métiers, et aux hommes également, on peut dire que très tôt, pour les enfants, on institue aussi, à travers l'école, mais à travers d'autres types d'institutions, on étudie une différence des genres. Alors, on dit qu'au 20e siècle, tout s'est transformé. Alors, pour le 21e siècle, qu'est-ce qui nous attend? Quels sont les grands changements? Dans la mesure où la société industrielle laisse place à une société informationnelle, on peut penser que le jouet sera happé par les processus de la société informationnelle et que les jouets deviendront de plus en plus des jouets qui sont relatifs à cette société informationnelle-là et qu'on n'aura plus, par exemple, ce type de jouet-là. Hein? Je veux dire, ça ne sera plus reproduit comme jouet de masse. Hein, ce type de jouet-là. Mais ce qui va être produit comme objet de masse, ce sont les jeux virtuels, informatiques, etc., etc. On a le sentiment qu'on entre dans le 21e siècle comme on est entré dans le 20e siècle, c'est-à-dire par des grands changements. Alors, j'ai l'impression que tout va se transformer. Monsieur Turmel, je vous remercie infiniment pour cette entrevue. Je vous en prie.
Alors, nous avons ici un exemple intéressant, c'est-à-dire un ordinateur Atari qui appartient à la collection nationale, dans lequel on pouvait intégrer un jeu, alors un jeu vidéo. Et ce type d'appareil-là est quand même précurseur de ce qu'on retrouvera dans les collections dans les prochaines années. Ce sont les jeux, les jouets du 21e siècle et véritablement, ce sont les objets qui vont transformer l'enfance comme l'a été la révolution industrielle au début du 20e siècle avec tous ces jouets qui reprenaient les technologies du jour. Ça, c'est l'exemple parfait de ce qu'on va devoir faire rentrer dans les collections. Alors, j'espère que cette émission vous a plu et que vous serez des nôtres pour la prochaine. Merci.